Bonjour les jeunes, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, donc c'est une nouvelle vidéo de notre cours de théorie des organisations. Et aujourd'hui, nous allons entamer la dernière école des théories classiques. Donc, après l'école classique, l'école des ressources humaines, aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'école néoclassique. Mais avant de parler de cette école néoclassique, nous allons mettre en contexte un tout petit peu cette école. Et puis, en fait, cette école, elle va s'intéresser à ce qu'on appelle l'empirisme et le pragmatisme. Et donc, à la recherche de principes de gestion destinés à améliorer la performance des entreprises. Cette école, en fait, elle va venir en continuité avec l'école classique. Et elle va s'en éloigner cependant car elle va délaisser un peu l'approche scientifique traditionnelle et elle privilégie plutôt ce qu'on appelle une démarche résolument empirique et pragmatique. Et du coup, elle intègre donc cette école, donc l'école néoclassique, elle intègre les apports de l'école classique, mais en particulier les apports de l'école des ressources humaines. Et du coup, voyons voir ce qu'est l'empirisme et ce qu'est le pragmatisme. Alors, l'empirisme, c'est tout simplement une méthode de production de connaissances à partir de l'observation. Donc là, on est dans l'expérience de situations et de faits concrets. Et puis, tout simplement, il est possible d'induire, donc à partir de cette observation, d'induire des lois générales et bien sûr à partir de l'observation de cas particuliers. Puis, nous avons le pragmatisme. Le pragmatisme, tout simplement, c'est une démarche qui considère que le critère de vérité ou de validité en fait d'une idée ou d'une théorie et sa capacité en fait d'action sur le réel avec efficacité. Si dans l'empirisme on est dans l'observation et on retire de cette observation des lois générales, le pragmatisme, tout simplement, il va permettre en fait de voir la capacité ou bien la validité de cette idée donc au niveau du réel et donc son efficacité dans le terrain. Et du coup, tout simplement, cette école classique, elle rejette en fait les constructions trop abstraites et elle met en avant les principes simples d'action, aisés à mettre en œuvre et ayant fait donc leur preuve dans la réalité. Et puis ce n'est pas par hasard en fait si les représentants de cette école, et on va le voir tout au long de cette vidéo, les représentants de cette école, ce sont des praticiens de la gestion et c'est surtout des dirigeants d'entreprise et des consultants. Et du coup, cette école classique, elle va prendre naissance dans les années 20 aux États-Unis avec comme premier principal auteur Sloan, donc Alfred Sloan, et elle va trouver son essor vers les années 60 autour des travaux de Peter Drucker et elle va être popularisée ensuite par Gélinier qui est un consultant et directeur d'un grand cabinet de formation. Et puis cette école en fait, elle revisite les principes d'organisation et les tâches du manager moderne et puis elle va redéfinir, et c'est ce qu'on va voir, elle redéfinit les buts premiers d'une entreprise. Et donc, principale notion que nous allons voir tout au long de cette vidéo, nous allons voir la notion de décentralisation, la notion de centre de profit, la notion du management moderne et enfin nous allons finir avec ce qu'on appelle la direction par objectif ou le management par objectif. Et puis attention, entre parenthèses, il ne faut pas, comme pour l'école classique, il ne faut pas confondre l'école néoclassique de la gestion avec l'école néoclassique donc en économie. Bien sûr, la dernière, donc celle de l'économie, elle est fondée au 19e siècle et elle était fondée dans le cadre en fait de l'analyse microéconomique et elle étudie en fait le comportement du producteur et du consommateur ainsi que les conditions d'un équilibre sur le marché. Bon, ça c'était entre parenthèses et du coup, il ne faut pas confondre l'école néoclassique que nous sommes en train d'étudier là actuellement et l'école néoclassique donc en économie. Et puis, bien sûr, comme j'ai dit, principaux auteurs, Sloan, Drucker et puis Gélinier qui va venir en fait donner une autre variante de ce que Drucker va proposer. Alors, première notion
de cette école classique, donc c'est la décentralisation, mais plus précisément ce qu'on appelle la décentralisation avec contrôle coordonné. Et là, c'est avec Sloan. Sloan, c'est qui? C'est un directeur général, donc c'est un praticien sur le terrain. C'est un directeur général, puis il devient président de la General Motors en 1923, entre 1923 et 1956. Et puis, il va venir avec ce qu'il va proposer, donc ses principes d'organisation. Il a permis, en fait, ils ont permis, excusez-moi, à la General Motors de devenir rapidement la première firme automobile mondiale et se résume à la notion de la décentralisation avec contrôle coordonné. Donc, c'est quoi cette décentralisation avec contrôle coordonné? En fait, elle vient tempérer, elle tempère la centralisation de l'organisation classique en donnant une autonomie de décision aux principales unités, aux départements donc, de l'entreprise. Et elle va laisser l'initiative, elle laisse l'initiative au personnel proche du terrain pour résoudre bien sûr les problèmes opérationnels. Et la direction générale peut ainsi avoir comme mission, et c'est vraiment sa mission principale, de se consacrer pleinement aux questions de politique générale de l'entreprise et bien sûr au premier rang lesquelles donc, figurent les stratégies et bien sûr la planification. Et du coup, tout simplement, ce principe de décentralisation, il est particulièrement adapté aux grandes entreprises qui sont bien sûr diversifiées et va donner lieu à ce qu'on appelle un modèle de la structure, ce qu'on appelle divisionnel, ou le modèle de structure décentralisée ou multidivisionnelle, ou encore la structure en forme de M. Donc, quelles sont les caractéristiques de cette structure? Nous allons en fait la comprendre à travers un schéma. Donc, les principales caractéristiques en fait, tout simplement, nous avons la direction générale. Et l'entreprise, elle sera subdivisée ou structurée en divisions, ce qu'on appelle des business units, c'est-à-dire découpage par produit, par domaine d'activité stratégique, par zone géographique par exemple, etc. Et bien sûr, c'est la direction générale qui alloue les ressources de chaque division sous forme de budget. Et bien sûr, chaque division, elle aura sa propre autonomie, d'accord ? D'une autonomie dans la gestion courante, pouvant aller jusqu'aux décisions d'investissement. Donc on voit bien la notion de décentralisation ici. Et chaque division doit en contrepartie tout simplement réaliser des objectifs et au premier rang les impératifs bien sûr de rentabilité. Et c'est ce qu'on appelle, c'est la notion de centre de responsabilité ou centre de profit. C'est-à-dire que chaque division, elle aura des objectifs et premier objectif, c'est d'atteindre une certaine rentabilité. Et la coordination en fait de toutes ces divisions, d'accord, donc la coordination de l'ensemble se fait par ce qu'on appelle le contrôle de gestion qui s'appuie sur un système d'information automatisé et par des structures horizontales interdivisionnelles ou ce qu'on appelle un comité de liaison qui permet en fait, ou bien comité de direction qui permet la coordination horizontale entre ces différentes divisions. Sauf que dans cette structure en M ou cette structure multidivisionnelle, tout simplement, certaines fonctions jugées stratégiques ou sensibles, tout simplement, peuvent rester centralisées et rattachées directement à la direction générale. Comme vous voyez, les fonctions qui sont centralisées, et on a par exemple la finance, la recherche et développement, etc. Et du coup, ce sont des fonctions qui restent sous la direction du top management, c'est-à-dire de la direction générale, et qui sont bien sûr parfois via un comité spécialiste appelé également staff ou état-major. Et en fait, donc par rapport à cette structure en M, ou bien le principe de décentralisation, tout simplement selon Sloan qui est venu avec ce principe, le principe en fait de cette structure divisionnelle, comme j'ai dit tout à l'heure, il est particulièrement bien adapté à la grande entreprise. Ils permettent quoi? Ils permettent une meilleure réactivité des diverses composantes de l'entreprise,
donc notamment vis-à-vis du client et du marché. On va parler un peu de ce client et du marché à la fin de la vidéo. Il favorise également l'implication et la motivation des collaborateurs en leur donnant bien sûr autonomie et responsabilité, parce que tout simplement, si on est dans la décentralisation, ça donne plus d'autonomie et plus de motivation. Et en plus, le dirigeant, via, comme j'ai dit, le comité de liaison ou bien le contrôle de gestion, ce qu'on appelle également le reporting, il connaît la situation des différentes divisions en temps réel et du coup, il est libéré de la gestion opérationnelle et comme j'ai dit tout à l'heure, il peut se consacrer aux problèmes les plus importants et donc les plus stratégiques et bien sûr aux opportunités de développement de son entreprise. Ce sont les principes de base de la décentralisation contrôlée. Et puis dans l'école néoclassique également, il y a eu l'émergence l'émergence de principes en fait des tâches du management moderne avec Peter Drucker qui en fait c'est le père fondateur du management moderne. Donc c'est qui Drucker? Drucker c'était un journaliste, puis il est devenu consultant et ensuite enseignant universitaire et il est incontestablement le chef de file de l'école néoclassique. Et puis ses écrits en fait et ses travaux, ils sont inspirés sur les pratiques du management bien sûr de Sloan avec la General Motors. Il approuve en fait la décentralisation contrôlée, puis plus tard, il va être inspiré par d'autres entreprises américaines comme la General Electric, IBM, etc. Et puis, Drucker, il a été connu par un de ses écrits qui est le Management Task Responsibilities Practices qui a été publié en 1973 et qui le désigne comme le père du management moderne. Et puis, avec Drucker, il réaffirme en fait la position d'Henry Fayol par rapport au management ou par rapport à l'administration. Si vous vous souvenez, c'était l'organisation administrative du travail avec Fayol et qui disait que le management ou l'administration, c'est la composante essentielle d'une organisation. Et du coup, le management définit la mission d'une organisation et agence les ressources en vue d'obtenir les résultats visés. Bien sûr, par exemple, la rentabilité. C'est une discipline, bien sûr, à part entière, avec ses problématiques, ses démarches, ses outils, mais qui relève plus de la pratique que de la science. Du coup, avec Drucker, donc, à travers son immersion dans les entreprises, à travers la praticité, à travers son expérience, il va proposer en fait 3 principales tâches ou bien 3 principales fonctions du management moderne. Premièrement, c'est la définition de la mission et les buts de l'organisation. Et puis dans le cas de l'entreprise, le but ultime ou bien le but premier, c'est clairement la recherche de la performance économique. Également, la fonction également du management moderne, c'est tout simplement permettre le travail productif et l'accomplissement bien sûr du travailleur. À travers quoi? Tout simplement, la performance d'une entreprise, elle se mesure aussi par l'épanouissement de son personnel. Donc, on est dans les apports de l'école des ressources humaines. Et enfin, dernière mission, c'est de gérer la responsabilité sociale de l'entreprise, c'est-à-dire que l'entreprise, elle fait partie d'une société, d'accord? Elle fait partie de la société et doit être attentive aux influences sociaux et environnementaux de son activité. Et nous allons découvrir tout ça plus tard dans ce qu'on appelle la systémique, puis l'école de la contingence. Puis Drucker également, dans l'exercice de ces 3 fonctions dont aucune ne prédomine sur les autres, et en vue en fait pour Drucker d'obtenir l'intégration des ressources dans un organisme qui est viable et en croissance, il définit en fait les principales tâches ou bien le travail du management moderne qui doit être structuré autour de 5 principales tâches et qu'on va dire il a un peu revisité le fameux POCCC de Fayol. La première des choses, c'est tout simplement le manager ou bien son travail, il doit fixer des objectifs.
Il détermine bien sûr ses objectifs, doit les communiquer aux salariés et expliciter comment ceux-ci doivent atteindre ces objectifs. Il doit également organiser le manager. Il divise le travail aux différentes unités et en tâches, les regroupe au sein d'une structure organisationnelle et bien sûr choisit les responsables. D'où l'intérêt donc de la division bien de l'organisation multidivisionnelle. Et puis, un bon manager, c'est celui qui motive et communique également. Il motive et mobilise à travers des équipes et communique avec ses subordonnés, ses supérieurs et également ses collègues. Un bon manager également, c'est celui qui mesure. Ce manager fixe les normes de travail à atteindre, contrôle les résultats et les performances obtenues, les évalue bien sûr et les diffuse à ses supérieurs et ses subordonnés. Et enfin, cinquième et tâche essentielle, le manager forme l'ensemble du personnel et se forme aussi lui-même. Et du coup, 5 principales tâches: fixation des objectifs, organisation, motivation et communication, mesure des performances et bien sûr la formation des collègues, des subordonnés et une auto-formation en termes de développement personnel, en termes d'intelligence émotionnelle, etc., de leadership, etc., et qui fait qu'on a un bon manager moderne. Et du coup, tout simplement, en continuité avec ces principes, la fixation des objectifs, et pour Drucker, c'est vraiment la première tâche du manager. D'accord? Sloan et la General Motors l'inspirent, donc inspirent Drucker pour proposer en 1950 ce qu'on appelle la direction ou le management par objectif. Qu'est-ce que c'est? En fait, c'est de fixer bien sûr des objectifs. D'accord? Donc comme on a dit tout à l'heure, un bon manager, c'est celui qui fixe des objectifs. Toute entreprise aura des objectifs à atteindre. Et comme a dit Drucker, la première tâche du manager, c'est fixer des objectifs. Et puis, un autre consultant, donc Géligné, en 1960, donc Géligné, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un directeur d'un des plus grands cabinets de conseil en management, si vous connaissez Ségos. Et Géligné, qu'est-ce qu'il va faire? Il va adapter en fait ce concept de DPO, donc de direction par objectif, à la fin des années 60, en préconisant d'associer en fait les individus à la définition des objectifs. Donc il revisite un peu le DPO qui deviendra la direction participative par objectif ou la DPPO, et Drucker ensuite la requalifiera plus tard le terme donc de direction en management par objectif. Et bien sûr, qui dit management par objectif, donc la participation étant devenue partie intégrante de cette démarche. Et du coup, quelles sont les principales caractéristiques ou principes du management par objectif? La première des choses, le management par objectif consiste à ne plus donner des tâches aux individus, mais des objectifs qui déclinent bien sûr en cascade la stratégie d'une entreprise. Et en fait, comme le résume Géligné dans une de ses citations, à la pyramide des responsabilités à l'organigramme se superpose la pyramide des objectifs. Et donc, les avantages de cette MPO, c'est tout simplement coordonner les actions individuelles tout en renforçant le principe de décentralisation, d'accord, donc principe élémentaire de l'école néoclassique. Bien sûr, les collaborateurs ou bien le personnel responsable et autonome, les individus peuvent alors s'autocontrôler bien sûr facilement. Comment? En comparant le résultat de leur activité aux objectifs, bien sûr, sous le regard de leur supérieur hiérarchique, d'où la notion, donc comme on a vu au début, la décentralisation contrôlée. Et tout simplement, selon Drucker, les objectifs en fait incitent également les individus à vouloir les dépasser et à se dépasser, c'est-à-dire qu'ils sont une source de motivation. Et si on veut résumer cet MPO, le MPO, le management par objectif, il permet la participation,
la responsabilisation, l'autocontrôle, la satisfaction et la motivation. Et donc pour Drucker, tout autant un outil, donc le MPO c'est pour Drucker tout autant un outil qu'une philosophie du management des individus. Et donc on voit bien que donc participation, responsabilisation, autocontrôle, etc. et satisfaction et la notion de motivation nous rappellent les apports de l'école des relations humaines qui est vraiment une des inspirations donc de cette école néoclassique. Et puis, nous ouvrons une parenthèse en fait. Il y a une méthode qui a été diffusée par les cabinets des consultants et qui vise à aider en fait les entreprises à définir le bon objectif. C'est ce qu'on appelle la méthode SMART. Donc SMART, le S c'est pour spécifique. Un objectif devrait être spécifique, c'est-à-dire adapté à l'activité et bien sûr au contexte de l'organisation ou bien de l'individu qui pourra donc la comprendre facilement, donc sans équivoque et simplement. Donc une certaine spécificité et une certaine clarté. Et bien sûr, tout objectif doit être mesurable, sinon il sera impossible donc d'évaluer objectivement les résultats obtenus et donc les écarts, s'il y en a. Un objectif devrait être atteignable ou encore acceptable ou encore ambitieux, et l'objectif ici c'est un défi qui doit être accepté par le travailleur, qui doit le motiver en fait à faire un effort. Et puis, bien sûr, un objectif devrait être réaliste, c'est-à-dire s'assurer que l'individu dispose des moyens nécessaires et bien sûr et d'un contexte adapté. Et enfin, bien sûr, tout objectif devrait être temporel parce que tout simplement la réalisation de l'objectif elle est délimitée dans le temps avec éventuellement donc des étapes de révision au fur et à mesure. Donc, cette méthode SMART, elle permet en fait de choisir ou bien de définir le bon objectif. Et puis, avec cette école néoclassique, Drucker, qui est le père du management moderne, il contexte en fait l'exigence d'un comportement de maximisation de profit ou bien de productivité qui est prôné en fait par la microéconomie. Et du coup, considérer la productivité et considérer le profit comme le seul déterminant du comportement des dirigeants est pour lui une erreur. Et du coup, face aux mutations donc, du marché et de l'entreprise, ben, tout simplement, face à ces mutations bien sûr qui sont économiques, sociales, écologiques donc de ce monde et face à un environnement qui change et comme j'ai dit on va le voir plus tard, le changement d'environnement, comment il peut influencer une entreprise, ben, tout simplement ici j'ai ligné également en continuité, il fait le même constat, ok, et selon Drucker deux principales fonctions qui permettent en fait la survie d'une entreprise. Et en parlant de cette survie d'une entreprise, ben, tout simplement, la survie d'une entreprise, elle passe en fait par la création, le maintien et le renouvellement de ses marchés. Et donc, ce maintien et ce renouvellement de marché a permis à Drucker de proposer deux fonctions qui sont alors essentielles dans l'entreprise, qui sont le marketing et l'innovation. Et tout simplement, c'est-à-dire que ce sont toutes les activités qui permettent de rechercher, de conserver et de développer des marchés, mais également d'anticiper les besoins des clients. Et bien sûr, nous savons très bien les exigences des clients, comment ils peuvent changer donc les objectifs et la structure ou bien les objectifs de l'organisation. Et du coup, bah, tout simplement, Drucker considère que ces deux fonctions sont les seules génératrices en fait de valeur, donc les fonctions marketing et innovation, alors que les autres, comme les ressources humaines, la finance, la production, etc., génèrent plutôt des coûts. Et du coup, pour Drucker, le but premier d'une entreprise, c'est le client avant la productivité et donc avant le profit. Alors, ceci c'est par rapport à cette école néoclassique. Donc cette école néoclassique, elle est venue en continuité de cette école classique, donc les apports de l'école classique et surtout les apports de l'école des ressources humaines, avec la notion de la décentralisation contrôlée, qui donne
une certaine autonomie et un autocontrôle pour les individus. Le manager joue un rôle important de la fixation des objectifs, de l'atteinte de ces objectifs et surtout qu'il soit un bon communicant et un bon formateur. Et puis, bien sûr, cette école commence à donner de l'intérêt au marché et donc à l'environnement de l'entreprise, pas seulement donc aux dirigeants et donc à l'entreprise en interne. Mais bien sûr, toute école, toute théorie a ses apports, mais aussi ses limites. Et donc cette école, elle a mis l'accent sur les principes d'organisation, d'accord, sur certains principes d'organisation, la décentralisation avec autonomie et la direction donc par objectif, et bien sûr, ces principes ont rencontré un grand succès et vont être largement diffusés dans les entreprises, surtout via les cabinets de conseil. Ici, au niveau de l'école néoclassique, le management directif et autoritaire ainsi que les structures trop hiérarchisées sont abandonnées et puis sont en revanche intégrés les apports de l'école des relations humaines et bien sûr plus largement les dimensions psychologiques et sociologiques des individus. Donc comme on a vu dans l'école des organisations humaines, l'organisation c'est une machine à maximiser les forces humaines, comme a écrit Drucker en fait. Mais comme l'apport de l'école des relations humaines, l'individu, il faut le considérer comme un être humain avec des besoins. Et on a vu différents besoins psychologiques, d'accord, physiologiques. Parmi les besoins physiologiques, c'est que l'homme ne travaille pas comme une machine. Psychologique, nous avons vu surtout les sentiments d'épanouissement, c'est-à-dire l'accomplissement de soi et l'estime de soi. Il a aussi des besoins sociaux, comme par exemple le sentiment d'appartenance à une communauté et un statut social. Et bien sûr, il a des besoins financiers, rémunération et bien sûr des besoins carrément de pouvoir, comme la position hiérarchique et les relations d'autorité. Et du coup, les individus doivent être satisfaits sur tous ces plans pour être plus productifs et donc plus motivés. Et le manager doit donc gérer simultanément ces 5 dimensions, donc les dimensions psychologiques, physiologiques, sociales, financières et de pouvoir. Et également, parmi les autres apports, tout simplement, toute organisation a besoin d'une hiérarchie qui soit minimale. Donc on essaie d'abandonner les niveaux hiérarchiques et donc une structure pyramidale pour bien fonctionner. Et les néoclassiques donc justifient le rôle et la position des managers, donc à travers bien sûr la structure multidivisionnelle, ces managers donc eux-mêmes au service de la fonction primordiale dans l'organisation qui est le management. Et puis sur le plan de la GRH, en fait de la gestion des ressources humaines, l'école néoclassique elle met en avant la compétition mais aussi la motivation. Il faut motiver les individus en les responsabilisant, en leur donnant une certaine autonomie pour atteindre les objectifs et bien sûr en promouvant les meilleurs. Et puis, généralement dans un esprit de compétition et c'est cette compétition qui permet donc cette motivation au travail et donc l'augmentation de la rentabilité. Mais toute école a ses limites et du coup, dans l'école néoclassique, il est cependant admis que ces principes ne sont pas universels, mais spécifiques à la culture anglo-saxonne. Si vous voyez, Peter Drucker, Sloan, etc., ce sont des directeurs d'entreprises, donc on a vu la General Motors, ils s'inspirent d'IBM par exemple, ce sont des entreprises américaines. Et du coup, tout simplement, les principes qui sont développés dans cette école néoclassique ne peuvent pas être généralisables. D'accord? Donc, surtout, ça émane donc de success story américaine. Et la conséquence de la mise sous tension également psychologique des individus sont régulièrement dénoncées parce que tout simplement, quand on veut atteindre des objectifs, c'est du stress, c'est du mal-être, c'est de la dépression, c'est du burn-out et parfois le suicide au travail sont considérés comme les revers de la course donc effectuée aux objectifs et à la performance. Également, l'école néoclassique, elle est dans des constructions théoriques trop compliquées ou trop abstraites pour guider efficacement l'action du manager. Et
elle préconise en fait des pratiques de management établies d'après l'observation des organisations, comme j'ai dit, qui réussissent ou jugées excellentes, d'accord, comme le cas de General Motors, comme le cas d'IBM, etc. Mais cette posture, elle va engendrer, en fin de compte, un problème méthodologique majeur qui est en fait la question qu'on peut se poser: peut-on vraiment généraliser les résultats obtenus sur quelques études de cas à un moment donné, donc ponctuel, d'autant que le monde et bien sûr l'environnement de l'entreprise et le monde des affaires, tout simplement, il est sans cesse changeant et imprévisible. Tout simplement, c'est cette question qui va en fait donner en fait naissance aux théories modernes, et c'est ce que nous allons découvrir dans la prochaine vidéo. Et nous allons commencer par la première école moderne, ou bien la première théorie moderne, c'est l'école de systémique, et puis nous allons voir l'école de la contingence, et ce cours tient à sa fin. Et bien sûr, comme toujours, s'il vous plaît, essayez de bien faire des fiches, de résumer le cours, de faire d'autres recherches, d'appuyer vos recherches. Et je vous dis à la prochaine vidéo, Inch'Allah, et bon courage.